Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Amis internautes, bonjour. Dimanche 8 décembre 2024, bienvenue sur ESAE TV. Il est 8h, c'est l'émission L'Invité. Nous recevons pour vous aujourd'hui un invité spécial, ancien militant associatif, aujourd'hui homme politique. Il a pour nom Moïse Tiando Kérékou. Monsieur Kérékou, bonjour. Bonjour, cher ami. Comment allez-vous? Je vais très bien. Nous vous souhaitons la bienvenue dans nos studios. C'est un honneur pour moi d'être dans vos studios. Merci. Mais je ne serai pas seul à vous recevoir ce matin. Je suis en compagnie de cette charmante dame qui est ma complice de tous les jours. Il s'agit de Nasrine Fatombi. Nasrine, bonjour. Je connais ce que tu veux. Comment vas-tu? Ça va, je rends grâce. Ça va? Heureux de savoir que tu es en pleine forme. Et je suis convaincu que notre invité également est en pleine forme. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Kérékou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout l'honneur est pour moi. Monsieur Kérékou, aujourd'hui homme politique, vous aviez commencé par le militantisme depuis que vous étiez déjà étudiant. Vous avez représenté les militants africains hors d'ici. Vous avez étudié au Maroc et puis à Beyrouth dans une université africaine. Vous avez plusieurs qualifications et aujourd'hui vous représentez certains groupes miniers. Vous avez été l'artisan de la présence de Turkish Airlines ici au Bénin et vous avez été conseiller à la CEP et vous avez également été ambassadeur du Bénin en Turquie. Vous avez un parcours et vous êtes quand même issu d'un milieu qui vous a permis de savoir un peu, de comprendre un peu comment fonctionne notre pays et aujourd'hui vous avez décidé de vous engager pour servir cette nation autrement que par le mouvement associatif. J'espère que je ne trahis rien. Oui, vous aviez trahi 2 points dans mon parcours. Il s'agit d'abord d'une université américaine à Beyrouth et non africaine. Ah, c'est plutôt pour la licence que j'ai fait une université africaine au Maroc. C'est un lapsus. Voilà. Et le deuxième point, ce n'est pas que c'est à partir d'aujourd'hui que je fais mon entrée en politique. J'ai fait mon entrée en politique en 2010 avec la création du mouvement pour la relève qui était un mouvement politique. C'est d'ailleurs ce mouvement que nous avions transformé le 30 novembre 2024 passé à Porto Novo en un parti politique dénommé les Patriotes, Rassemblement des Kérékouistes. Alors, justement, monsieur Kérékou, parlons du parti politique Les Patriotes. Le mouvement pour la relève a été dissous. Alors, pouvez-vous très rapidement, en quelques mots, nous dire ce qui s'est vraiment passé? Ce qui s'est vraiment passé, tout a débuté le 26 octobre 2024. 26 octobre 2024. Je veux vous l'entendre dire bien haut et fort. Oui, au fait, tout a débuté le 26 octobre 2024 à Jéricho, Oui. lorsque les militantes MPR du littoral, contre toute attente, ont fait une surprise lors du discours et de la prise de parole de la présidente des militantes, Madame Honorine Dolpegan. Elle a prêté sa voix à toutes les militantes
pour me faire une doléance. Et cette doléance, c'était quoi? C'était en substance ceci. Président, depuis 14 ans, nous sommes un mouvement politique. Nous sommes fatigués d'être un mouvement politique. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons une nouvelle charte des partis politiques en 2018 et les mouvements politiques n'ont plus voix au chapitre. Nous voulons avoir maintenant nous-mêmes notre propre parti politique. C'est l'heure. Donc c'est cela qui a déclenché tout. Je leur ai répondu que j'ai reçu 5 sur 5 leurs messages et que cela n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. Et nous avons un adage populaire, et madame ne va pas me contredire, ni vous-même, cher ami, qui dit ce que femme veut, Dieu veut. Justement. Et donc, ce que femme veut, si Dieu le veut, moi qui suis soumis à Dieu, qui suis sa créature, pourquoi moi, petit homme, je ne vais pas le vouloir? Donc, c'est à partir de ce moment que nous avions donc enclenché le processus donc, de transformation du mouvement pour la relève en parti politique. Et grâce de Dieu faisant, nous avons pu donc avoir notre premier congrès constitutif le 30 novembre passé à Porto Novo. Tout à l'heure, lors de votre analyse, vous avez fait... Bon, moi, j'ai quand même remarqué une petite coïncidence. Pourquoi avez-vous choisi notamment la date du 26 octobre 2024? Bon, c'est pas moi, c'est une coïncidence certainement. Oui. C'est les femmes qui l'ont choisi. Au sein de notre groupement politique, je suis particulièrement et foncièrement contre tout ce qui est festif parce que ça coûte beaucoup et je préfère orienter ces fonds qui serviront seulement à s'amuser, excusez-moi de le dire, vers par exemple des projets concrets, notamment l'aide et l'appui que je porte aux femmes, notamment aux veuves, en finançant leur activité. Et également, nous faisons du microcrédit aux femmes. Vous contribuez aussi à l'éducation, à la scolarisation des enfants? Oui, et surtout des orphelins. Donc, je préfère orienter ces fonds-là. Et donc, elles sont venues me voir pour me dire, Président, nous avons voulu fêter la Noël, vous avez refusé. Nous avons voulu fêter la nouvelle année, vous avez refusé. Même la fête des femmes, vous avez refusé. Maintenant, nous voulons célébrer les 9 ans de décès de votre feu père, le général Mathieu Kérékou. Et nous vous mettons en garde, si cette fois-ci vous refusez encore, nous allons quitter derrière vous. Vous n'aurez plus notre soutien. Alors j'ai paniqué. Je me suis dit, bon, c'est vrai, chaque fois qu'elles disent qu'elles veulent fêter, je refuse à cause du coût et parce que j'estime qu'il y a autre chose plus important. Et donc j'ai accédé à cette demande. Ça devait normalement se faire le 14 octobre parce que le général est parti le 14 octobre, mais cela ne coïncidait pas avec un jour de week-end. Et donc nous avions décidé ensemble avec les dames de le mettre pour le 26 octobre qui tombait sur un samedi. Donc c'est pour ça que ça a été fait le 26 octobre. Ok, mais après le 26 octobre, il y a eu le 30 novembre. Oui. Et depuis le 30 novembre, le parti existe officiellement. Il a été porté sur les fonds baptismaux. Oui. Mais ce qui nous intéresse, nous sommes quand même dans les encablures des prochaines élections qui s'annoncent dans moins de 2 ans. Et les patriotes, vous vous situez où? Centristes? En fait, le parti, aujourd'hui, vous savez qu'avec la nouvelle charte des partis politiques, ce n'est plus le congrès constitutif qui fait le parti, mais c'est plutôt le récépissé. Donc, le récépissé accordé par le ministère de l'Intérieur, le fameux récépissé
qui fait trembler les hommes politiques et les partis politiques. Donc le congrès constitutif n'est qu'une première étape. Il s'agira maintenant de faire parvenir au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique les dossiers des 15 membres fondateurs par commune. Donc sur tout le territoire national, ça fait 1155 membres fondateurs, ainsi que certaines pièces constitutives pour pouvoir enfin avoir le fameux sésame. À partir de ce moment, vous pouvez dire que votre parti est officiellement créé ou reconnu. Pour le moment, donc, c'est ce sur quoi nous nous attardons, mon équipe, mes compagnons de lutte et moi, et il serait prématuré aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, de dire quel sera notre bord politique, quelle sera notre position, surtout que nous avons notre propre vision pour laquelle nous voulons nous battre. Nous avons une idéologie également qui constitue donc le socle du parti, et pour ma part, il serait vraiment pour nous non seulement prématuré, mais également cela irait à l'encontre de la conviction profonde des dirigeants et des militants de ce parti de choisir un bord comme si nous-mêmes, nous n'avons pas une offre politique pour le peuple béninois. Mais puisque vous l'avez évoqué, c'est l'occasion de partager votre vision avec nous. Notre vision, nous voulons avoir une nation soudée et un peuple uni face aux défis contemporains de l'heure. Nous rêvons d'une société de vertu qui protège les citoyens et où règne la justice sociale, la paix, la fraternité, le droit, le respect de l'autre, et ainsi qu'un certain nombre de valeurs qui sont propres au général Mathieu Kérékou et qu'il a incarné de son vivant. Nous rêvons également d'un État laïque et d'un État panafricain. Vous savez que nous avions fait du panafricanisme depuis notre jeune âge. Je n'avais que 23 ans à l'époque, où j'avais déjà fait du panafricanisme le fer de lance de mon action publique. Et plus tard, en 2010, avec la création du MPR, du Mouvement pour la Relève, nous avions fait du panafricanisme scientifique notre idéologie. Donc, nous rêvons d'un État qui porte la doctrine panafricaine, et nous rêvons donc de pouvoir enfin réaliser ce que les pères fondateurs de l'Afrique, Nkrumah, Kadhafi, Lumumba, Nyerere, tout ce monde-là ont voulu pour l'Afrique. Est-ce qu'on peut déduire par là que vous respectez le combat qui se fait non loin du Bénin, dans le Sahel? Oui, chaque peuple africain a droit à l'autodétermination. Nous voyons d'un mauvais œil cette main invisible qui tente de créer des conflits par-ci, des crises par-là, et qui empêche les États africains de jouir de leur autodétermination et de leur souveraineté absolue et intégrale. Toutefois, nous sommes profondément humanistes, nous promouvons la paix, nous sommes contre la guerre, et nous pensons qu'à travers le dialogue, il est possible de résoudre les plus grands conflits mondiaux. D'ailleurs, vous remarquerez que lorsque les peuples se battent, guerroient ou finissent ou se font la guerre après des milliers de morts, ils finissent par s'asseoir, en tout cas leurs dirigeants ou les diplomates finissent par s'asseoir, dialoguent et aboutissent à la paix. Alors, le général Mathieu Kérékou avait l'habitude de dire, mais si vous savez que vous finirez par vous asseoir, que vous finirez par dialoguer pour aboutir à la paix, pourquoi vous ne l'aviez pas fait dès le début?
Où est-ce que vous mettez donc ces milliers de morts que vous aviez eus? Pour la petite histoire, les Ivoiriens ont posé cette question à Gbagbo et à Ouattara quand ils ont fait la paix. Ils disent, mais vous vous êtes battus, il y a eu plus de 3000 morts, maintenant vous vous asseyez et vous faites la paix. Où est-ce que vous mettez ces 3000 morts? Donc nous pensons que avec un peu d'intelligence et de sagesse, il est possible au début des conflits de les gérer avec dialogue, avec tact, afin d'éviter les guerres. Et j'espère que les dirigeants du Sahel tiendront compte de mes petits conseils. Monsieur Kirikou, on a bien suivi votre vision. Alors, à part la vision, vous avez aussi parlé de votre idéologie. Alors, quelle est votre idéologie et que comptez-vous faire, à part ce que les partis déjà sur la scène politique de demain sont en train de faire? D'abord, je n'ai pas encore vu ou lu cette idéologie dans les partis, en tout cas ceux les plus reconnus actuellement dans le paysage politique. Et donc, je considère cette idéologie comme une nouvelle idéologie, une idéologie inédite. Cette idéologie, c'est le panafricanisme scientifique. Le panafricanisme, c'est déjà connu. C'est l'union des peuples, des fils et des filles africains, y compris ceux qui sont sur le territoire, que ceux et celles de la diaspora. Malheureusement, ce panafricanisme est resté au niveau platonique des discours et d'un rêve. C'est un idéal, ce n'est pas une idéologie. Ce que nous avions essayé de faire maintenant, c'est que nous puissions le traduire en idéologie. Vous savez, l'idéologie, c'est la science des idées, l'organisation des idées. Il ne s'agit pas d'avoir des idées pêle-mêle et de le mettre dans les discours. Il faudrait encore qu'on puisse les organiser de manière scientifique et qu'on puisse même l'étudier ou l'enseigner à partir de l'école primaire, du secondaire, de l'université. Pourquoi ne même pas avoir une université du panafricanisme comme il y a aujourd'hui une université de l'Union européenne à Rome, en Italie, qui enseigne uniquement l'intégration européenne et la construction européenne. D'où le panafricanisme scientifique. Vous définissez votre parti comme étant kérikouiste. Qu'est-ce que vous y mettez dans ce terme, kérikouiste? C'est l'idéal et les valeurs qu'ont incarné l'homme du 26 octobre 1972. Nous voulons que chaque pas, chaque acte que nous posons dans le cadre de ce parti puisse refléter cet idéal et puisse également incarner ces valeurs-là. C'est une référence. Vous savez, aujourd'hui, nous n'avons plus de référence. Et lorsqu'il n'y a plus de référence, ça va dans tous les sens. C'est sans frein et c'est sans limite. Et quand vous allez dans les pays de l'Afrique australe et de l'Est, vous voyez, il y a beaucoup de références. C'est des pays que je fréquente beaucoup à cause de mes activités professionnelles. Vous allez en Afrique du Sud avec l'ANC, la référence est Mandela. Oui. Vous allez en Namibie, vous avez Sam Nujoma avec le SWAPO. Vous allez en Mozambique, vous avez Samora, Maurice Marcel. Vous allez au Zimbabwe, Robert Mugabe est parti il n'y a pas longtemps, mais vous avez le ZANU-PF avec cette figure-là, cette référence. Vous allez au Kenya, vous avez Jomo Kenyatta. Donc ces pays ont gardé ces références. J'ai même remarqué qu'ils ont gardé les photos de leurs leaders et ça conduit l'action politique. De manière à ce que dès qu'un dirigeant, un homme d'État, chef de gouvernement ou un homme politique déborde rapidement, oui, le peuple le ramène sur le droit chemin pour dire « Ah, ça, c'est pas ce que ça, mon Joma fait, ça, c'est pas ce que les pères de la nation ont défendu. » Vous êtes complètement à l'écart. Et vous verrez qu'également, qu'en Europe, il y a aussi des références
De Gaulle est une référence en France. Il y a eu plusieurs présidents, mais De Gaulle est la référence. C'est un enfant dans l'histoire française. Voilà. Quand vous allez en Chine, Mao Tse-tung est la référence. Quand vous allez aux États-Unis, il y a aussi des références. Vous prenez George Washington, c'est également une référence. Et donc, il me semble que avec nos pays en voie de démocratisation, dans le processus, nous n'avions pas tenu compte des références. Nous avions rejeté ces références-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avions pas de modèle, nous n'avons pas d'orientation. Chacun vient, il fait ce qu'il veut. Pourtant, il y a des gens qui se sont battus, qui se sont sacrifiés. Ça aurait pu ne pas être le général Kérékou, ça aurait pu être Béhanzin, qui est mort pour sa vision. Ça aurait pu être Kaba, ça aurait pu être Biogara, je ne sais pas. Mais nous avions simplement décidé d'ériger le général Mathieu Kérékou comme référence. Et comme nous l'avions écrit noir sur blanc dans le préambule des statuts de notre parti, je l'ai également dit dans mon discours de manière audible, il ne s'agirait pas de réveiller un passé nostalgique ou de ressasser, encore moins d'ergoter sur de vieux discours ou l'idéologie socialiste, marxiste ou communiste, mais plutôt de s'inspirer de l'idéal et des valeurs que cet homme-là a incarné. Nous savons, tout le monde le dit, c'est le plus grand patriote du Bénin. Et donc, si nous voulons être le parti Les Patriotes, nous avions besoin d'une référence. Et heureusement ou malheureusement, pour le moment, c'est celui que nous avons trouvé comme notre référence. Et votre référence l'illustre, je le dirais, le général Mathieu Kérékou, il représente quelque chose pour le Bénin. Son nom est marqué quand même en lettres d'or dans les histoires, dans les annales de notre histoire. Mais pendant qu'il était aux affaires, il a eu des compagnons. Et ces compagnons, il y en a qui sont toujours là aujourd'hui. Est-ce que ces compagnons sont des vôtres? Est-ce qu'ils se rapprochent de vous, étant donné surtout que tous ces compagnons qui ont fait du chemin après ont pu montrer autre chose? Est-ce qu'aujourd'hui ils se rallient à votre cause? Vous savez, il y a un grand écart entre les compagnons du général Mathieu Kérékou et notre génération. Si je considère le général comme mon père, je considère aussi ses compagnons comme mon père. Et nous avons une tradition africaine. C'est le fils qui se rapproche du père. C'est pas le père qui se rapproche du fils. Et je suis en contact avec un certain nombre de compagnons. C'est vrai, beaucoup sont déjà allés dans l'au-delà, comme le général Mathieu Kérékou. Tout dernièrement, l'ex-ministre de l'Intérieur du général Pancras Prati, vous le savez, est décédé, paix à son âme. Voilà, donc ils ne sont plus nombreux, mais il y en a encore quelques-uns. Et donc, je leur rends visite de temps en temps pour m'abreuver à leur connaissance. Et c'est toujours des moments conviviaux que nous passons ensemble. J'aurais souhaité en votre compagnie pour aller les visiter parce qu'il est indéniable que ce sont des écoles, quel que soit ce qui s'est passé, c'est des gens qui peuvent nous donner des références pour aller de l'avant dans notre pays. Bien sûr. Et vous êtes l'héritier naturel du général Mathieu Kérékou et nous savons qu'il a défendu des valeurs cardinales dans ce pays. Il a fait des combats, il a fait des luttes. Et aujourd'hui, quand même, nous avons un gouvernement en place qui a repris en partie ces luttes. Je prends pour référence le Programme national de développement qui s'est fortement inspiré du projet Alafia 2025 et qui est en train de s'implémenter d'une certaine façon. Et puis les différents combats contre la corruption, contre l'évasion des capitaux, certaines choses quand même de cette époque qui sont reprises. Est-ce que ces valeurs-là ne vous rapprochent pas forcément de la gouvernance actuelle? Bon,
Vous savez, à la tête des États, il y a des leaders. Donc, chaque leader vient avec sa vision, sa manière de voir des choses, son idéologie, son leadership, son éducation, son expérience et sa profession qui impacte fortement la conduite qu'il fait des affaires de l'État. Le général Mathieu Kérékou était un soldat. C'était tout à fait normal qu'il y ait de la discipline, de la rigueur et du patriotisme dans ce qu'il faisait, dans sa conduite des affaires de l'État. Après lui, il y a eu le président Yahi Bouni, qui était un banquier, un économiste, et lui également, il a essayé d'apporter ce qui, à mon avis, est de plus cher aux économistes, qui est la bonne gouvernance, ainsi que les projets de développement actuellement. Nous avons un président qui est un homme d'affaires et qui aussi conduit les affaires de l'État à sa manière. Moi, je pense qu'il s'agit de 2 ou de 3 leaderships différents qu'on ne pourrait pas comparer. C'est vrai, il peut y avoir des similitudes, il peut y avoir des points de coordination. Vous savez, par exemple, la bonne gouvernance est la chose que tous les leaders et tous les gouvernements partagent aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais je pense que ce qui a plus caractérisé le président Mathieu Kérékou et qui semble être absent dans les gouvernements ou les chefs d'État qui l'ont succédé, c'est le consensus. Il a... Le mot cher au Béninois. Voilà, le consensus. Dès qu'il voulait entreprendre une action et qu'un syndicat, par exemple, s'opposait, il se retirait ou il réfléchissait, il demandait à son gouvernement de réfléchir mieux sur cette action. Dès que vous êtes 100 et qu'il veut prendre une décision et qu'une seule personne parmi les 100 dit Monsieur mon général, je ne suis pas d'accord, il vous écoute d'abord. Il ne dit pas parce que 99 sont d'accord, ça veut dire que c'est fortement bon. Donc cela, il me semble que ce consensus-là qu'il a érigé comme valeur, au fil du temps, s'est détérioré. Et donc, mais vous savez, comme je le dis, toute expérience, et ça dépend du leadership de chacun. Et chaque leadership a ses avantages et ses inconvénients. Alors, M. Kérékou, chaque leadership a ses avantages et inconvénients comme vous voulez. Quelles sont vos ambitions? Mes ambitions ne sont autres que les ambitions de mon parti actuellement, dont je suis le président. C'est que nous puissions avoir un peuple uni, une nation soudée face aux défis contemporains et que nous puissions avoir une société de vertu qui protège le citoyen. Franchement, je n'ai pas une ambition personnelle. Pour ceux qui me le connaissent, depuis 2002 que j'ai commencé dans le militantisme et l'activisme dans mon pays, j'ai toujours voulu le bien pour mon peuple. J'ai toujours voulu que le Bénin soit un havre de paix, soit ce lieu où nous pouvons, matin, midi, soir, dans le vivre ensemble commun, dans la fraternité, travailler, que chacun puisse gagner son petit pain quotidien et que nous puissions aller ensemble vers le progrès et le développement. Donc, à vrai dire, c'est vrai, comme individu, au sein de ma famille, j'ai des ambitions privées, personnelles, avec mes enfants, avec mon épouse, avec ma famille, mais au niveau de l'action publique,
Ma seule ambition, c'est le bien-être des Béninois. Le bien-être des Béninois. Et je voudrais bien savoir, ma question va paraître curieuse, est-ce que vous connaissez vraiment le Bénin? Le Bénin, c'est 15 millions de personnes. Et est-ce que l'homme se connaît déjà lui-même, personnellement? Je ne crois pas. Le philosophe a dit « connais-toi toi-même ». Et je pense que cette quête-là nous anime et nous amène à rechercher au plus profond de nous-mêmes. Si tu ne te connais pas toi-même, comment tu peux connaître les 14 999 999 restants? J'aime bien votre réponse. Parce que c'est ça le Bénin. Le Bénin, c'est l'ensemble de la population. Mais ma question est curieuse parce que vous savez, vous êtes fils d'un ancien chef d'État, vous avez pu étudier normalement, vous avez fini à l'étranger, aujourd'hui vous êtes dans les affaires et forcément vous avez beaucoup de choses que vous allez voir à l'extérieur. Est-ce que ça vous a laissé le temps de vous imprégner vraiment des réalités sociaux, sociales seulement du Bénin? Parce que vous entrez en politique, ça veut dire que vous allez commencer à prendre des décisions, à attirer les gens vers des pôles de décision. C'est donc votre connaissance du Bénin est importante dans ce cas, parce que nous avons vu des intellectuels qui ont débarqué au pays et qui sont venus avec des idées d'ailleurs qui n'ont rien à voir. Même si ces idées ont marché ailleurs, ce n'était pas forcément des choses qui pouvaient y aller comme ça sans préparer le terrain. Donc c'est là l'intérêt de cette question. Vous n'avez pas tort, vous avez entièrement raison, mais la différence entre moi et peut-être bon nombre de Béninois qui débarquent entre griffes, comme vous le dites, c'est que j'ai un background profondément enraciné dans le sol béninois. Je suis né à Cotonou, j'ai fait mon école primaire à Cotonou, j'ai fait l'école Donatin dans le 1er arrondissement, quartier dans lequel je continue de vivre. Oui. C'est un quartier de pêcheurs. Et j'ai beaucoup d'amis pêcheurs et j'aime bien la pêche également. Et donc, j'ai fait également... j'ai fait mon école primaire pendant la Révolution. Vous savez que... Oui, ça s'appelait l'école nouvelle. L'école nouvelle. Et vous savez, avec l'école nouvelle, nous avons eu un bon background. En tout cas, tous ceux qui ont fait l'école nouvelle. En tout cas, le patriotisme y était enseigné. Un très bon background. J'ai fait mon école secondaire à Cotonou également. J'ai fait le collège d'Apapa Centre, ainsi que le lycée technique Koulibaly. Donc, c'est des écoles publiques. Je n'ai pas fait une école privée. Après mon bac, G3 en commerce, j'ai fait une année à l'Institut national d'économie, INE, qui est également une école publique. C'est l'université d'Abomey Calavi, UNB à l'époque. Oui. Avant de m'envoler pour le Maroc, j'ai fait l'école nationale de commerce et de gestion. Donc, j'ai un solide background. Mon épouse est béninoise. Elle n'est pas européenne ou arabe ou marocaine. Et mes enfants également sont béninois, 100%. Donc, je suis fier de la culture béninoise, je suis fier de l'histoire de mon pays et je suis fier de l'éducation que mon pays m'a donnée. Et quand vous lisez d'ailleurs le manifeste de la relève, vous verrez automatiquement si je suis imprégné de ma culture, de mon histoire, ou encore je veux dire de l'éducation de mon peuple. Non, mais cet équivoque étant levé, je crois qu'on peut vous poser des questions parce que ça suppose que vous connaissez vraiment le Bénin. Et là, quelles sont les ambitions de votre parti à court, moyen et à long terme? À court terme, c'est d'abord d'organiser le parti de manière à ce qu'il réponde aux exigences contenues dans la charte des partis politiques. Vous savez, aujourd'hui, ce n'est plus facile de créer un parti politique. Une chose est de le créer
Une chose est de l'organiser en interne et une autre chose également est de l'animer. Nous avions dit dans notre mission que nous voulons conquérir de haute lutte la souveraineté mentale, sociale, économique, politique de notre peuple à travers une animation permanente, loyale, saine et efficace de la vie politique. Cela, c'est également une fonction des partis politiques et nous comptons le mener. Donc, il s'agira donc de s'organiser d'abord au niveau de l'administration, de la finance, au niveau des programmes, au niveau de notre projet de société, pour pouvoir répondre aux attentes des Béninois et également aux exigences de l'achat des partis politiques. À moyen terme, il nous plaira bien de pouvoir participer aux prochaines élections constitutionnelles. Vous savez, avec le nouveau code électoral, nous, en 2026, ce sera une nouvelle phase. Avec des élections regroupées, nous aurons 3 élections en même temps, les élections générales, donc les législatives, les communales et les présidentielles. C'est aussi un challenge, c'est un défi. Donc à moyen terme, il faut également se préparer pour cela. Et à long terme, nous ambitionnons d'être, ma foi, l'un, en tout cas parmi les 3 plus grands partis, pour ne pas dire le plus grand parti, si je ne suis pas trop ambitieux, pour ne pas dire le plus grand parti politique au Bénin, à l'image de l'homme qui fut un grand homme, le général Mathieu Kérékou. Et cela également, c'est une autre paire de manches. Vous voyez que quand vous avez ces ambitions pour votre parti, il est difficile de penser à vous-même. Il est difficile d'avoir des ambitions personnelles. Et je vous dirais, même depuis 2010, que nous avions créé le mouvement politique, il m'est très difficile de penser à moi-même. Vous commencez à penser à vous-même, c'est un appel que vous avez, ou bien c'est une doléance, une requête que vous avez à président. J'ai tel problème, président, j'ai telle difficulté, président, aide-moi à faire ci, président. Voilà, la situation, ça ne va pas. Donc, c'est dedans que nous sommes depuis 2010 et c'est pas facile. Quand c'est comme ça, c'est difficile. Vous pouvez rêver, bien sûr, mais vous n'arrivez pas à avoir d'ambition personnelle. Alors, M. Maurice Kérékou, je vais quand même vous prendre sur ce volet. En tant qu'ancien ambassadeur plénipotentiaire de la Turquie au Bénin, du Bénin en Turquie, du Bénin autant pour moi, du Bénin en Turquie, quel commentaire faites-vous de la gouvernance actuelle du pays? La gouvernance actuelle du pays est, à vrai dire, une gouvernance centrée sur l'économie. Une gouvernance qui fait de l'économie donc son cheval de bataille et de la réalisation d'infrastructures socio-économiques sont, je vais dire, son fer de lance. Mais dans un pays, il n'y a pas seulement que l'économie. Un pays, c'est constitué d'abord des citoyens, des êtres humains. Et donc, que valent les réformes économiques ou des projets économiques sans, nous l'avions dit dans le manifeste, sans la première réforme à faire, la réforme du mental. C'est pour les humains que nous faisons ces infrastructures socio-économiques. L'économie, à mon avis, ne doit pas être la priorité, mais vient plutôt seconder le social. Vous avez donc le social au front et qui doit marcher sur ses 2 pieds, le politique, l'économie, et vous avez le culturel derrière comme couverture. Et donc, dès qu'on ça veut, en le faisant, ça ne veut pas dire qu'on est socialiste, non. Ça veut dire plutôt que nous prenons l'humain, le citoyen, comme le premier acteur de développement. Mais tout est expérience. Je vous l'ai dit, chacun vient avec son background et son leadership.
Moi, je vois autrement les choses, à travers peut-être le prisme ou la loupe du social, et d'autres vont le voir à travers le prisme ou la loupe de l'économie, des banquiers ou bien des hommes d'affaires. Donc ça dépend de chacun. Alors, qu'est-ce qui vous oppose au régime actuel? Je n'aime pas trop le mot... Qu'est-ce qui pourrait vous opposer? Voilà, je n'aime pas trop le mot opposition parce que c'est un concept déformé ici et en Afrique. Oui, oui. Et c'est également un thème qui est galvaudé. Vous savez que j'ai fait les sciences politiques, je m'y connais bien. Normalement, quand vous utilisez le mot opposition, ça devrait être utilisé normalement au Parlement, donc au niveau du pouvoir législatif. Tout à fait. Et c'est adapté pour les grandes démocraties, comme en Inde ou en Grande-Bretagne. Vous imaginez même qu'en Grande-Bretagne, en Angleterre, plus précisément, ils n'ont pas de constitution écrite. Mais pourtant, c'est une démocratie qui fonctionne. Et en Grande-Bretagne, donc l'opposition vient au fait de ce pays-là. On parle de l'opposition minoritaire, ok, Oui. the minor opposition. Vous verrez dans les discours même français, américains ou dans d'autres pays, il n'y a pas le mot opposition. Suivez les chaînes françaises. C'est en Afrique qu'on parle d'opposition. Voilà, J'ai fait cette remarque et c'est surtout dans les informations francophones qu'on parle de partis d'opposition, militants de l'opposition. Même en France, vous n'entendrez pas souvent. Ils sont socialistes, ils sont LR, ils sont nationalistes, et puis on sait comment ça fonctionne. Donc ça, voilà là où le concept est déformé, l'un des concepts déformés. Parmi bon nombre de concepts dont on pourrait parler du matin jusqu'au soir et qui fait qu'on n'a pas une bonne vue de la politique. Deuxièmement, galvaudé, parce que quand vous dites aujourd'hui opposition, vous allez vous opposer à tout, y compris même à la personne. Quand vous voyez à la personne, il vous énerve, vous ne vous saluez pas. Et c'est la guerre ouverte. C'est la guerre ouverte. Donc, c'est une compréhension africaine de la lutte politique. Ça fait partie donc des concepts que le parti Les Patriotes voudrait un peu reformer. Ok. Et dit, bon, avant, oui, on ne refuse pas qu'on utilise cette expression, mais il faut déjà qu'il y ait des idéologies. On le remet dans son contexte. Dans son contexte. Bon, quelle est l'idéologie à laquelle on s'oppose? À laquelle on s'oppose. Moi, j'ai une idéologie, le panafricanisme scientifique. Si des gens estiment, non, votre affaire de panafricanisme, c'est ancien, c'est ceci, c'est cela, vous êtes des souverainistes, nous, on préfère nos États, machin, là, on s'oppose à l'idéologie panafricaine. Donc, quelle est aujourd'hui l'idéologie du gouvernement à laquelle je pourrais m'opposer? Je vois des projets, de beaux projets d'infrastructures qui sont réalisés et je suis pour. Je vois également un certain nombre de réformes dont je suis pour. Mais à l'inverse, je vois également des décisions pour lesquelles je suis contre et je vois également des réformes pour lesquelles je me pose des questions sur leur finalité et leur efficacité. Et donc, quand vous avez une position comme ça, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut l'appeler. Une chose est sûre, je ne suis pas dans l'un des partis de la mouvance et je ne suis plus, même si je l'étais, dans l'un des partis de l'opposition. Je veux tracer ma propre voie avec mes compagnons de lutte et mes militants. Pourrons-nous appeler cette voie-là la troisième voie? Oui. Pourrons-nous l'appeler centriste? Non, comme vous l'avez dit, parce que centriste, ça revient à la même chose, c'est ne pas être ni mouvancier, ni opposant. Or, nous ne nous reconnaissons pas dans ces dénominations-là. Alors, Monsieur Moïse Kérékou, l'héritage de Kérékou, est-ce qu'il n'est pas lourd à porter? Nous n'avons pas la prétention de porter l'héritage de Kérékou. Tout à l'heure, j'avais même voulu vous rectifier.
quand vous avez parlé d'héritier du président Kérékou. Naturel. Je suis peut-être son héritier biologique, mais quand vous voulez parler d'héritage aujourd'hui, c'est l'héritage politique. Et je pense que tous les Béninois, il revient à tous les Béninois, en tout cas, ceux qui sont nés pendant la période révolutionnaire, de porter l'héritage de Kérékou et non à moi seul. Ok, monsieur Kérékou, le temps imparti à cette émission tire dangereusement à sa fin, mais il me plaît de quand même prendre des nouvelles de la fratrie Kérékou. Notre famille va très bien. Nous remercions Dieu pour ses bénédictions et son incommensurable grâce sur la famille Kérékou. Nous nous voyons régulièrement, nous discutons de l'actualité et également de l'avenir de notre famille. Et je suis très heureux d'appartenir à cette famille nombreuse. J'ai beaucoup de frères, j'ai beaucoup de sœurs et nous nous entendons très bien. Est-ce que vous avez eu à entendre quelque part que la famille est divisée ou se bat sur l'héritage du président Kérékou, que ceci, les enfants ne s'entendent pas sur les biens du papa, etc. Je ne crois pas. Donc, non, je ne pense pas. Bon, non, mais si et puis, si vous moi, avez j'ai eu à quand même entendre eu, les politiques, j'ai quand même eu l'opportunité de croiser plusieurs membres de cette fratrie. Et je connais un peu monsieur le ministre, la marron militaire. Voilà. J'ai fait le COSA avec Katia. J'ai connu Mireille qui était notre aînée à Guégamé. J'ai connu, Montant, j'ai connu en fait, le lieutenant, paix à son âme, Hervé, j'ai connu Brice, j'ai connu Frédéric, et puis un peu d'autres, même, j'oublie son nom, celui qui était à Zone Franche Industrielle. Salomon, voilà. Donc j'en ai connu quand même quelques-uns, et je ne pense pas que l'ambiance soit mauvaise en votre sein. Personne n'a jamais critiqué l'autre, en fait, en ma présence, que ça a toujours été une belle ambiance. Mais nous sommes vraiment au thème de cette émission. Moi, j'ai quand même envie de vous poser une question de curiosité. Comment est-ce que votre parti, les Patriotes, se voit pour les élections générales de 2026? Notre ambition, bien évidemment, c'est de prendre part aux élections. Vous n'en avez pas peur comme d'autres partis? Non. Nous n'avions pas peur. Nous nous sommes préparés pour pouvoir répondre aux défis et aux exigences aussi bien de la charte des partis politiques que du code électoral. Mais au même moment, nous sommes un parti résolument tourné vers l'avenir. Ok? À l'impossible, nul n'est tenu. À 90%, ceux qui composent ce parti, c'est les jeunes. Les jeunes avec lesquels j'ai commencé en 2002 le mouvement international de la jeunesse africaine, qui sont devenus des hommes mûrs. Il y a longtemps, ils ont fait du chemin. Merci. Malgré notre maturité, je leur dis toujours, écoutez, nous avons le temps. Moi, j'ai la quarantaine, je n'ai pas encore atteint la cinquantaine. Je leur dis, nous avons le temps. Allons-y pas à pas. Ne soyons pas pressés. Nous regardons ce que sera le Bénin dans 10 ans, dans 20 ans. Nous sommes en train de tourner une ancienne page et nous ouvrons les nouvelles pages avec une page blanche immaculée, et nous allons prendre soin de notre écriture et du stylo avec lequel nous écrivons sur cette nouvelle page pour qu'il n'y ait pas trop de ratures. Nous plantons aujourd'hui la graine d'un baobab sous lequel, dans quelques décennies, nous allons, à l'âge de notre retraite, pouvoir nous reposer sous l'ombre de ces branches et de ces feuillages. Donc notre construction, elle n'est pas court-termiste,
En 2010, quand je lançais le MPL, les gens ont dit « Oh, c'est pour Yahi Boni, c'est un club électoral ». Je leur disais « Non, ce n'est pas. Oui, nous allons soutenir Yahi Boni, mais nous voulons que ce mouvement, plus tard, devienne un partenaire. » Donc les gens n'y croyaient pas. Mais voilà, nous avions maintenu, certains ont quitté, d'autres sont arrivés, tout cela. Et c'est ça qui nous a conduit 14 années après. Donc si je vous dis aujourd'hui que les LP, ce n'est pas pour les élections de 2026. Bien sûr, nous allons nous battre pour y prendre part. Après 2026, chers amis, il y a 2031, il y a 2036, Le Bénin continuera il y a d'exister. 2041. Tout à fait. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est comment, dans 10 ans, dans 20 ans, vous payez l'université de votre fille ou de votre enfant. Ah oui, c'est une question La question fondamentale qu'il faut se aujourd'hui. poser, c'est est-ce que vous vous voyez toujours dans 10 ans à Isaïe TV ou vous vous voyez comme une grande patronne de la presse locale ou nationale? C'est cela. Il faut se projeter dans l'avenir. Il faut se projeter dans l'avenir. Et c'est là où nous sommes fiers, nous sommes convaincus de notre vision lointaine. Nous l'avons dit à Porte-Nouveau, cette vision est tellement grande, chaque jour elle grandit. Elle devient puissante chaque jour, qu'elle ne peut plus être portée par un mouvement politique, un petit regroupement politique, mais par un parti politique. Je me demande même si, au-delà du parti, il n'y a pas encore une autre dénomination. Plus grande, Notre plus vision, englobante. parce qu'elle elle est grande et elle veut prendre soin de l'avenir, du bonheur, du bien-être, du vivre ensemble de chaque citoyen béninois. La graine d'un baobab, et non d'un oranger ou d'un manguier, mais d'un baobab, sous l'ombre duquel, dans un demi-siècle, nous pouvons tous, vous et moi, nous reposer. L'ombre sera tellement grand que même nos enfants y pourront être. Nos petits-enfants également, tout le village, tout le pays. C'est notre rêve et c'est ce que nous faisons. Et donc, vous voyez, nous ne nous attendons pas à ce que dans un an, ce baobab la pousse. Ok? Oui. Dans un an, nous allons peut-être être en train de continuer à arroser. Arroser, oui. Et nous nous attendons à ce que peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, ce baobab-là commence déjà à donner des feuillages, sous l'ombre duquel au moins nous, les dévanciers, les premiers, pourront déjà nous reposer. Et avec la vieillesse, la retraite, l'âge aussi qui est là, commencer à préparer la relève, les enfants, pour que cet idéal-là commun, ces valeurs-là incarnées, soient toujours là pour le bien-être et le vivre ensemble de notre peuple. Monsieur Moïse Tchando Kérékou, merci d'avoir répondu à notre C'est à invitation. moi de vous remercier. Je rappelle que vous êtes né au Bénin, vous avez fait l'école primaire au Bénin, vous avez commencé l'université au Bénin, mais vous avez fini en dehors du Bénin, vous avez fait le Maroc, vous êtes allé au Liban, vous avez fait une université américaine, vous êtes diplômé en commerce international et en diplomatie. Vous représentez plusieurs... Et quand j'ai fini, je suis revenu au Bénin. Et vous êtes revenu au Bénin après avoir Je ne suis fini. pas resté là-bas. D'accord. Et en revenant, je n'ai pas amené une femme étrangère. Vous avez épousé une béninoise et vous avez des enfants à 100% béninois. Voilà. Et vous êtes engagé. Aujourd'hui, vous êtes le président d'un mouvement qui est qualifié de kérékouiste, dont vous voulez pérenniser l'héritage politique. Mais avant cela, vous avez fait du chemin depuis, après l'université, vous avez créé le MIJA, le Mouvement international de la jeunesse africaine en 2002. Et plus tard, 8 ans après, en 2010, le mouvement pour la relève, un mouvement politique qui aujourd'hui est devenu un parti politique, les patriotes, pour pouvoir répondre plus aux besoins de la nation, à l'appel de la nation. Et cet appel, vous l'avez reçu des femmes un 26 octobre et un 30 novembre. Vous avez porté sur les fonds baptismaux le parti Les Patriotes qui entend participer quand même à la gouvernance ici au Bénin en misant sur le consensus, le vivre ensemble, la paix et en permettant à chaque Béninois d'avoir une vision claire de l'avenir, une vision panafricaine parce que votre idéologie c'est le panafricanisme scientifique. Donc vous voulez qu'on pense africain mais de façon méthodique et scientifique. Et vous pensez que ainsi vous pouvez changer l'avenir des Béninois et vous avez semé une graine de baobab
et vous voulez que ce baobab grandisse et puisse apporter de l'ombre à tous les Béninois dans un avenir pas loin quand même. Et vous souhaitez quand même que tous les Béninois s'entendent, sachent que le Bénin il est un, que le Bénin subsistera après nous. Donc nous avons intérêt à travailler à ce que le Bénin se porte bien pour que nos enfants s'y portent bien à l'avenir. Et vous espérez conquérir, avoir un parti très grand et conquérir le pouvoir politique pour venir avec une voix qui n'est pas en fait innovante, qui est innovante parce que vous estimez que tous les engagements des idéologies des partis qui sont là ne correspondent pas encore à vos rêves à vous. Et vos rêves, c'est que on ne pense pas opposition, mouvance, mais qu'on pense le Bénin avec une vision claire et une idéologie lisible. Donc, je crois que j'ai résumé en ces termes vos propos de ce matin. Merci beaucoup. Est-ce que je suis assez fidèle? Fidèle à 300%. Merci, Monsieur le Président. Merci infiniment pour être venu dans nos studios. Merci à toi, Nancine Fatumbi, qui m'a accompagné au cours de cet entretien. Merci à Monsieur Chabel Kalifor, lui qui est derrière la caméra. Monsieur Ulrich Megangpoué, merci à toi. Merci à Monsieur Romao. Merci à Monsieur J.B. Bokor. Merci à Monsieur Espero. Merci à toute la régie. En tout cas, vous qui nous avez permis de réaliser cette émission, je demande que la bénédiction soit sur vous. Et quant à vous, chers amis téléspectateurs, je vous dis infiniment merci pour votre fidélité. Restez en votre compagnie. Nous travaillons tous pour le développement du Bénin et il fera mieux. Il fera beau vivre dans ce pays. Merci. Bon dimanche à vous.